Avertissement. Si vous êtes en souffrance, contactez votre médecin, psychologue, psychiatre, profession dûment accréditée par l'État qui gère votre lieu de vie. L'analyse du traitement de l'information présente dans cette vidéo est réalisée par un simple logicien pour un accès libre aux connaissances. Amour, jalousie, méchanceté, recherche de pouvoir. De prime abord, ces comportements n'ont pas forcément de rapport, mais lorsqu'on se penche sur les motivations de ces derniers, on s'aperçoit qu'une fois de plus, la survie et sa recherche sont un axe central d'analyse par le cerveau et que toutes ces réactions sont issues d'une mécanique stricte et non d'un hasard. Mais commençons par définir l'amour. L'amour est un sentiment, une impression d'harmonie suprême plus ou moins forte. Il ne faut pas le confondre avec le désir, qui lui est à la fois chimique, utilisation des phéromones et autres substances présentes dans le corps, et à la fois le résultat d'une analyse raisonnée plus ou moins consciente du cerveau. L'amour est donc un sentiment d'harmonie suprême, où rien ne semble menacer notre survie et où un sentiment d'invulnérabilité se développe. Ce sentiment peut avoir une base totalement artificielle, dans le sens où le cerveau peut s'imaginer une harmonie et se leurrer, mais il peut également avoir une base très solide, où chaque chose est à sa place dans la compréhension des causes et des effets. C'est l'amour en pleine conscience qui nécessite de gros efforts d'analyse de chaque élément qui nous entoure et de ses interactions. L'amour se situe tout en haut de l'échelle des sentiments. Passons maintenant à la jalousie. Quelle peut être sa définition ? Attention! Comprendre des raisonnements ne veut absolument pas dire qu'il faut les accepter, ni accepter leurs conséquences. Ici, on ne fait que décrire des processus et des informations présentes ou non. La jalousie, c'est lorsque dans un environnement de concurrence, on aimerait être à la place de quelqu'un qui a accès à ce que l'on n'a pas. L'objet de la jalousie peut être un accès à un jouet, pour les enfants, un accès à un bien rare ou auquel on n'a pas accès, une piscine, une villa, une voiture de luxe, de la nourriture, un temps accordé, une présence, un ou une amie qui préfère la fête du voisin à la vôtre, des relations intimes qui sont exclusives, etc. On peut être jaloux de ce que l'autre a, mais par dérivée, la jalousie intervient également à l'idée d'un partage soumis à la peur de perdre. Un enfant peut ne pas prêter un jouet dont il ne se sert pas et alors qu'il joue avec un autre jouet, parce qu'il aura peur de perdre l'objet prêté. Idem pour les adultes lorsqu'il faut partager un matériel qui nous appartient. La réaction est alors souvent « il n'a qu'à s'en payer un à lui, avec son argent ». C'est une jalousie fondée sur le sentiment d'iniquité, car on a l'impression que l'autre n'a pas mérité l'accès qu'on a chèrement payé. Et la peur de perdre passe également par la peur de la dégradation éventuelle. La mécanique psychologique est donc la suivante. Un humain voit le partage ou le non-accès comme une menace importante pour sa survie. Lorsque la jalousie devient maladive, c'est-à-dire lorsqu'elle engendre un mal-être plus ou moins permanent, la survie paraît totalement menacée. Il y a focalisation sur l'objet du désir, le monde se résume à cet objet, ceci de manière exclusive, parce que focaliser sur un seul élément donne l'impression d'être plus gérable que d'avoir à gérer un monde extérieur complexe, sans limite et qui semble dangereux. Pour contrer cela, il est primordial d'augmenter le champ de vision, la taille du reste du monde, et de démontrer que le reste du monde n'est pas une menace, ceci afin de diminuer la taille démesurée qu'avait pris l'objet du désir. Notons à ce propos que lorsque la jalousie se porte sur un humain ou un être vivant, cet être est souvent vu par la personne jalouse comme une chose, un objet, et lorsqu'elle peut être privée de cet objet sur lequel elle focalise, alors casser l'objet, c'est-à-dire détruire, tuer, est pour la personne jalouse une chose normale, acceptable. Si je ne peux garder cet objet, alors personne ne peut l'avoir, car je suis la seule personne à mériter cette possession. Ainsi est leur notion de justice, d'équité. La formation suivante peut également être présente. Si la personne me quitte, elle trahit mon amour, mon harmonie, et elle risque de dire aux autres des choses désagréables sur moi. La faire taire est donc le seul moyen de continuer à être quelqu'un de respectable aux yeux des autres, aux yeux de la société. Ma survie passe par détruire la menace.
Ainsi, la personne jalouse n'est pas violente parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle se sent faible par rapport à la menace. La violence n'est là que pour cacher son sentiment de vulnérabilité. Est-ce qu'un humain ou un être vivant est un objet? Non. Il y a décalage entre ce que pense la personne jalouse, la vérité qu'elle s'est établie avec ses valeurs dominantes, et la réalité. Ce décalage important est la maladie. Pour contrer cela, il est nécessaire d'inverser les rôles pour que la personne jalouse commence à prendre conscience de ce décalage si elle-même était prise pour un objet. À noter que les personnes qui prennent les autres pour des objets ont souvent manqué d'amour, et cela a pu leur faire croire qu'elles sont elles-mêmes des objets, mais sans en avoir réellement conscience. Le manque d'amour, de lien véritable avec d'autres humains, empêche l'information « je suis avec » et comme les autres d'exister correctement. Elle ne fait donc pas partie des valeurs dominantes de l'individu. Sa valeur dominante est en plus du côté « je suis différent », j'ai un statut spécial. Et si cette dernière est trop dominante, inverser les rôles pour essayer de déclencher cette prise de conscience ne sera pas suffisant. Il faudra aller chercher le traumatisme passé qui a généré cette peur de perdre, ce sentiment de statut différent, et soigner ce traumatisme. La méchanceté.